Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France, le massacre des sales couffards. Et oui, malheureusement, l'actualité est riche, et justement, on va parler de plusieurs choses en lien avec ce qu'on appelle les couffards, hein, vous savez, les mécréants qui ne sont pas fidèles à l'islam, même d'ailleurs que certains d'entre eux sont blancs et cela vaut des problèmes. Donc, on a décidé de faire une émission là-dessus, et pour animer cette émission, qui de mieux qu'être avec Pierre Cassan, directeur de Riposte Laïque. Bonsoir Pierre, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, je vais très bien et c'est toujours un plaisir de répondre à une invitation du Parti de la France, même si j'ai lu des horreurs sur vous il y a quelques heures, mais malgré tout, c'est quand même un plaisir. Effectivement, l'actualité parle de nous, on en parlera dans quelques minutes, et je précise cette fois-ci, c'est le vrai Pierre Cassan, puisque la semaine dernière, on avait reçu Daldec, qui avait fait d'excellentes imitations de Pierre Cassan. Mais cette fois-ci, Ah, c'est le vrai. il est excellent, c'est vrai, il est excellent. Il est excellent. Moi, j'ai cru que c'était vous. Voilà, j'ai cru que c'était le vrai. Bon, en tout cas, là, ce soir, nous avons le vrai en chair et en os pour parler de ce thème. Et nous avons Maxime Leroy, membre du bureau politique du Parti de la France, délégué général adjoint du parti également. Bonsoir Maxime, comment allez-vous? Eh bien, bonsoir à tous, ça va très très bien. Très heureux de retrouver l'émission et de pouvoir commenter cette riche actualité politique. Oui, je crois que c'est la première fois que vous venez sur nos antennes cette saison, depuis qu'on a repris en septembre, Oui, c'est ça. et ce ne sera certainement pas la dernière. Donc ça fait plaisir de vous inviter. De même. Effectivement, ah bah, avec grand plaisir. Et Pierre Cassan, vous avez parlé il y a quelques minutes d'horreur qu'il y a sur nous. Et oui, horreur, et en plus je suis directement concerné par cette actualité, puisque hier, à quoi j'ai passé ma journée hier? Non, je n'ai pas passé ma journée à travailler, je n'ai pas passé ma journée à lire, quoique un petit peu, ou à préparer des choses politiques. J'étais en garde à vue. Et pourquoi est-ce que j'étais en garde à vue? Parce que j'ai participé aux élections, vous savez, les élections législatives, en étant le suppléant de Pierre-Nicolas Nupes dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Et on a collé une affiche, on a collé une affiche, on a affiché une affiche, je dirais même, pour employer un pléonasme, de non un avenir aux enfants blancs, qui a eu un gros buzz médiatique, soyons tout à fait honnêtes, qui a même dépassé nos frontières. Cette affiche de non un avenir aux enfants blancs est très claire, elle est même très légale d'ailleurs, mais pourtant, 5 personnes du Parti de la France, dont moi, ont été mis en garde à vue. Donc on a eu Thomas Petit, on a eu Maxime Morlon, Pierre-Nicolas Nupes, moi, et Thomas Joly, bien évidemment, le président. Alors, comment s'est passée la garde à vue? Donc très brièvement, vous avez peut-être vu notre communiqué de presse. Ça s'est plutôt bien passé dans la mesure où les gendarmes ont été relativement neutres avec nous, ils ont été relativement même sympas. On a usé de notre droit de silence, donc c'est-à-dire qu'aucun de nous cinq a répondu aux questions. Donc on n'avait pas rempli le dossier à leur place quand même. Ça, c'est un conseil que je donne à ceux qui sont en garde à vue, éviter de trop parler. Et voilà, globalement, j'ai eu peut-être 200 questions de mon côté. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, donc 200 questions, ça représente quand même 4 heures d'interrogatoire. C'est quand même assez intense. Et du coup, j'ai découvert la garde à vue, c'était ma première personnellement, et la cellule aussi. Un endroit assez lugubre, la cellule, hein, c'est vrai. Mais ça va, j'y étais qu'une petite heure. Et on a été relâché après 9 heures de garde à vue. Voilà. Alors, Pierre Cassan, vous trouvez ça légitime, cet enfermement, ce garde à vue finalement pour une affiche telle que la nôtre? Alors, je suis surtout jaloux, moi, Alexandre, parce que vous êtes très jeune, vous pourriez être mon petit-fils et moi, je dois en être à peu près à 25 interrogatoires entre les policiers, les gendarmes, les juges et tout et je n'ai jamais duré aussi longtemps que vous. Je n'ai jamais fait 9 heures et en plus, je n'ai jamais été en cellule. Donc, dès votre plus jeune âge, vous mettez la barre très haute. Mais pour être plus sérieux, bon, c'est un scandale de plus, mais c'est en même temps la preuve que ce régime a décidé de briser tous les dissidents. Et tous les dissidents, quelle que soit quelque part la nature de leur dissidence. Puisque, bon, on vous reproche une affiche, en gros, on vous reproche d'avoir dit qu'il faut faire un avenir pour les enfants blancs. Vous auriez dû faire comme Mélenchon, qui lui disait qu'il ne voulait pas vivre au milieu des blancs des blonds aux yeux bleus. Vous n'auriez pas eu de problème. Et puis, vous voyez hier le professeur Raoult, qui dans un autre registre prend 2 ans d'interdiction professionnelle. Vous avez le syndicaliste policier Bruno Attal, qui est radié de la fonction publique comme syndicaliste.
puis combien d'autres exemples où finalement tous les gens qui sortent des rails connaissent, on va dire, des persécutions judiciaires, professionnelles, et donc bah, c'est encore autre chose. Mais 9 heures de garde à vue en ayant quelque part, disons, vous avez fait une stratégie de garder le silence et qu'on vous garde 9 heures, c'est une intimidation grossière et on va dire, je ne suis pas rassuré pour la suite de la procédure, quitte à vous inquiéter un petit peu, mais à mon avis, vous allez vous retrouver devant les tribunaux, vous allez avoir tous les antiracistes qui vont dire que votre affiche est une incitation à la haine, est une discrimination contre les autres, et vous allez avoir tous les antiracistes qui vont se porter partie civile pour vous piquer du fric. Je crains que ça soit le scénario. Bah, merci en tout cas Pierre de nous rassurer. Non, mais de façon plus sérieuse, oui, tout à fait, votre expérience, je pense, vous donne un œil plus aguerri. Dans tous les cas, vous avez raison, vous faites la transition. On n'a pas encore d'idée sur ce que sera la suite, ce qui signifie que nous ne savons pas encore si nous serons mis en examen ou si l'affaire sera classée. Bon, dans tous les cas, si j'ose dire, ça s'est plutôt bien passé. 9 heures, c'est vrai que c'était très long, c'était très pénible même. Mais bon, on s'en est sorti vivant. Moi, c'était ma première, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on ne savait pas hein, qu'on était passé en garde à vue, c'est-à-dire qu'on a reçu une convocation à la gendarmerie. Et quand on s'est rendu à la gendarmerie, bon, bah, ils nous ont dit bon, bah, voilà, vous êtes félicitations, garde à vue pendant 24 heures. Renouvelable potentiellement, bon, bah, ça n'a pas été renouvelé. Et on a pu partir au bout de 9 heures. Maxime Leroy, avez-vous honte de faire partie d'un mouvement qui affiche fièrement cette affiche de nous un avenir aux enfants blancs? Alors absolument pas. Il y a bien des Noirs qui ont le droit d'afficher fièrement des slogans comme Black Lives Matter, donc je ne vois pas pourquoi on devrait, nous, déjà être fiers d'être blancs et de vouloir le rester, et encore moins de vouloir un avenir pour nos enfants. Pourquoi est-ce que les Noirs auraient le droit d'avoir un avenir et pas les Blancs? Ça n'a strictement aucun sens. Donc non, je n'ai absolument pas honte et au contraire, je suis très, très, très fier de militer, de ne pas me coucher, de faire partie de ces on va dire quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes en France qui militent vraiment au quotidien, qui ne se contentent pas de déposer un bulletin dans un bulletin de vote et de penser qu'ils sont de grands nationalistes. Non, nous, on agit concrètement, on agit frontalement, on agit publiquement à visage découvert, donc je suis très très fier de ça. Je suis très fier de chaque personne hein, qui fait également ça. Et voilà, donc on peut, on peut et on doit être fier de défendre notre identité. On doit être fier de dire qu'on est blanc. On doit être fier de dire qu'on est des Européens, qu'on a développé l'Occident d'une manière incroyable. On peut être aussi fier d'avoir développé certains pays qui étaient des trous à merde. Hein. Typiquement, la colonisation. Moi, je suis pas très colonisation. Hein. Je suis plutôt contre la colonisation qu'a exercé la France sur les pays africains notamment, mais on a quand même sorti ces pays d'une extrême pauvreté. Il faut bien comprendre qu'il y a des pays où, quand les colons sont arrivés, quand les missionnaires catholiques sont arrivés, il y avait du cannibalisme dans certains pays. En Afrique, il y avait des gens qui se mangeaient. C'était vraiment des barbares. Donc, voilà. Même si je suis pas beaucoup pour la colonisation, on a quand même essayé de leur apporter la civilisation, on va dire. Même si on a voulu aussi leur apporter la démocratie. Bon, ça, c'est autre chose. C'est pas la meilleure chose qu'on a fait pour eux, mais voilà, on peut être fier du génie européen, du génie blanc. Euh, je ne vois pas pourquoi on devrait en avoir honte. On devrait avoir honte d'être meilleur que les autres. Ça, c'est vraiment un comportement typiquement gauchiste. La gauche, c'est l'égalitarisme. Donc en fait, la gauche déteste tout ce qui dépasse la norme. Les gens qui sont très intelligents, la gauche déteste ça. Les gens qui sont très beaux, la gauche déteste ça. D'ailleurs, ils détestent tellement ça qu'ils s'enlaidissent eux-mêmes pour pas vexer les gens qui sont moches.
Donc ils se mettent à leur niveau. C'est ça la gauche, en fait. Ils détestent le beau, le bien, le bon. Voilà. Donc non, on n'a absolument pas honte. Et on doit être fier. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire aux gens voilà, de vraiment de militer. Non, on est dans un moment politique où les langues se délient. Il y a beaucoup de gens qui votent, ils votent pour le RN, qui est un parti très imparfait, mais ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire quelque chose. Les gens ont de moins en moins honte de dire qu'ils votent RN. Et il faut en profiter. Il faut que les gens qui pensent comme nous, déjà, arrêtent d'avoir peur des représailles. Moi, je suis désolé, je milite à visage découvert depuis de nombreuses années déjà. J'ai jamais eu un seul problème au travail. Jamais un seul. Et pourtant, je travaille pour des clients qui font des recherches sur moi. Je suis sûr et certain que plein de fois, ils sont tombés sur des articles, voilà, des articles politiques me concernant. J'ai jamais été discriminé. Donc, franchement, il n'y a aucune raison. Alors, évidemment, il faut être prudent. Hein, il ne faut pas non plus dire et faire n'importe quoi. Mais voilà, il faut militer, il faut dire ce qu'on pense en famille, avec ses amis, il faut jamais se renier. Et aussi, en entreprise, c'est un peu plus compliqué, mais moi, régulièrement, je donne mon avis. Des gens, quand ils voient qu'il y a de la culture, qu'il y a de la réflexion derrière, souvent, ils disent même qu'ils sont d'accord avec nous. Donc, faut vraiment pas hésiter à dire ce qu'on pense. Voilà. Dire ce qu'on pense, effectivement, c'est ce que nous nous efforçons de faire au Parti de la France. Pour décrire un petit peu quand même ma garde à vue, d'ailleurs parmi les personnes qui m'écoutent, peut-être qu'il y en a qui s'interrogent, c'est vraiment, j'avais dit que j'avais eu à peu près 200 questions. Ça avait fait 19 pages de questions globalement, c'était 4 heures d'interrogatoire, et vraiment c'était des questions déjà sans transition, sans aucune cohérence, on va dire, entre les questions, et c'était des questions vraiment débiles. Hein. C'est-à-dire que pendant, je sais pas, ils m'ont posé peut-être 5 questions sur mon parcours scolaire, et d'un coup, sans prévenir, est-ce que vous aimez le sexe? Ou alors, c'est quand la dernière fois que vous avez pratiqué le sexe? Vraiment des questions comme ça. Avant, je rappelle, j'étais un peu, j'avais le sourire un peu aux lèvres parce qu'on enchaînait des questions relativement innocentes. Et d'un coup, est-ce que vous avez un problème avec les juifs? Voilà. Donc c'était vraiment des questions qui n'avaient pas vraiment de sens ou qui ne suivaient pas de trame très précise. Donc voilà, ça m'avait un peu surpris et je n'ai répondu à aucune question, bien évidemment, puisqu'il faut éviter, il faut éviter. Ou alors il me ressortait des trucs que j'avais soi-disant, que j'avais supposément, si jamais il m'écoute, écrit il y a plusieurs années, en 2020, 2022, etc. Et ils me disent, est-ce que vous reconnaissez avoir écrit ça? Rien à déclarer, point. Affaire suivante. Ah, voilà, c'était sur la partie garde à vue, donc on s'en est Alors tous peut-être, sortis. Ah, peut-être, allez-y Pierre. oui, peut-être, Alexandre, deux réflexions malgré tout. La première, c'est qu'il y a un rappeur qui s'appelle Nick Conrad qui a fait une chanson sur Pendez les Blancs et qui a fait une autre chanson sur Brûler les enfants blancs. Et Nick Conrad n'a jamais fait 9 heures de garde à vue. Et je me souviens également par rapport, puisque vous parliez du contenu de votre affiche, j'ai eu le privilège, et je crois que vous étiez là aussi, Alexandre, j'ai assisté à la démonstration de votre président, à la fête du cochon qui avait lieu en Bretagne début septembre, où Thomas a parfaitement expliqué ce que signifiait cette affiche, pourquoi le Parti de la France l'avait élaboré. Et je trouve dommage finalement que par rapport à toutes les accusations dont vous avez fait l'objet à la suite de cette affiche, parce que par exemple j'ai le souvenir lors des élections européennes qu'il y avait le communiste qui avait attaqué Marion sur cette affiche, lui faisant porter un peu la responsabilité d'une affiche comme la vôtre, et que Marion s'était démarquée très rapidement pour prendre un petit peu ses distances et ne pas être victime quelque part, de ne pas être ciblé à cause de cette affiche et ne pas se prendre le côté raciste, pourquoi pas nazi, quoi. Et je trouve dommage que vous développiez pas davantage ce que développait Thomas lors de cette fête du cochon, c'est-à-dire que vous expliquiez exactement pourquoi cette affiche. Je pense que vous l'avez fait, mais vu ce qui se passe et vu les procès que
que vous prenez, à mon avis, je pense qu'il faut continuer à développer les raisons pour lesquelles vous avez publié une telle affiche. Oui, tout à fait. Ben, je vais le faire. On va inverser les rôles. Alors pourquoi je l'ai pas développé plus que ça? Parce que on l'a déjà fait dans les précédentes émissions et en plus le commentaire de Thomas est disponible sur la chaîne YouTube. J'avais été écouté si c'est pas encore fait. Mais vu le contexte, c'est pas, ça fait pas plus de mal de le rappeler. Globalement, bah, donnons un avenir aux enfants blancs. Il faut bien comprendre quelque chose. Ça rappelle d'une part que le racisme ne va pas que dans un sens et que d'autre part, être blanc dans certaines zones, dans plus en plus de zones de France, ça peut être un danger. Et que les blancs, comme les autres quelque part, si jamais on pose la question, ne doivent pas faire moins attention que les autres. Que l'insécurité les touche et ça peut effectivement les cibler. Les blancs sont maintenant désormais une cible. Et ça, c'est depuis au moins 20 ans, même peut-être plus. Moi, je dis 20 ans parce que bah, quelque part, j'ai 25 ans. Donc, de toute la vie où j'ai vécu, les Blancs peuvent être potentiellement, bien évidemment, une cible, ne serait-ce que parce qu'ils sont blancs et français. C'est suffisant. Ça peut être suffisant. Il serait Oui. intéressant d'ailleurs, moi je rêve d'un reportage sur le côté quel est le blanc en France qui n'a jamais été victime d'une situation désagréable, menaçante, dangereuse de la part d'un agresseur noir ou arabe. Je serais un agresseur, des injures, des menaces et tout. Je suis convaincu qu'il y en a très très peu. C'est possible, tout à fait. C'est possible. Et peu de gens risquent à cet exercice, je pense, parce qu'on on sait à quel point les statistiques ethniques sont interdites. Et vu que le Parti de la France rencontre des problèmes en ce moment à cause de cette affiche, ça va sûrement décourager d'autres personnes peut-être de parler là-dessus. Parce que si cette simple affiche nous cause des problèmes, alors là, imaginez Mhm. Imaginez, mais il faudrait le faire, et j'espère d'ailleurs qu'on sera innocenté, et j'espère qu'on sera bien évidemment innocenté et que ce sera classé sans suite, parce que ce que nous disons, c'est simplement que la vérité est qu'il n'y a absolument aucune discrimination ou aucun appel à la haine dans cette affiche. Absolument aucun. Et d'ailleurs, les journalistes ont essayé de me coincer là-dessus lorsque j'avais fait avec Pierre-Nicolas Nups les élections. Il y avait un journaliste, je crois que c'était Actu Lorraine, qui m'avait posé la question pourquoi avoir mis un enfant blond aux yeux bleus sachant que ça rappelle l'idéologie nazie avec les Ariens. Je lui dis, bah écoutez, si vous voyez un blanc aux yeux bleus et que vous pensez aux Ariens, c'est aussi stupide que de dire que lorsque vous croisez un Maghrébin, vous pensez aux terroristes. Vous voyez c'est c'est très maladroit comme question, c'est très maladroit comme réflexion. Et si des personnes font le lien entre notre affiche et l'idéologie nazie de 1930, bah, excusez-moi, mais c'est eux qui font le lien, c'est absolument pas nous. Donc pour moi, effectivement, c'est injuste. Et globalement, je soupçonne le maire de Neuve-Maisons de vouloir se venger parce qu'on a fait 13% sur sa commune. Voilà, je le soupçonne de se venger. Je ne le dis pas de manière formelle, je ne sais pas si j'ai le droit juridique de le faire, et ça me paraît un peu bizarre qu'il y ait cette fameuse artillerie lourde de brigade des recherches contre nous, alors que l'affiche n'est pas du tout choquante, et elle est même totalement légale. Enfin voilà, et je remercie Riposte Live d'ailleurs d'avoir partagé notre communiqué de presse sur la garde à vue dont nous avons été victimes. Puisqu'à ce niveau-là, on peut dire victime, je pense. Revenons maintenant sur le sujet, sur le thème principal, maintenant que l'actualité nous concernant a été traitée. Et oui, le massacre des Salkoufa. On a eu deux exemples très récents, malheureusement. Philippines. Philippines, à peine eu le temps de l'enterrer d'ailleurs, que nous avons eu Kylian, le jeune boxeur de 17 ans qui a été poignardé à mort. Pierre Cassan, Pierre Cassan, justement, ça rejoint un peu le thème précédent. Effectivement, est-ce que vous pensez que une certaine communauté veut du mal aux Français blancs? Ça paraît évident. Disons que souvent, c'est rien que le nombre. Quand on interroge les gens et qu'on leur dit, bon, l'islam, il n'y a pas que l'islam hein, dans cette affaire, mais il y a aussi l'islam. Les deux assassins, vous parliez de Kylian et de Philippines, il y a un assassin algérien, il y a un assassin marocain. En général, les Marocains et les Algériens ne sont pas bouddhistes, ils sont musulmans. Donc, il serait intéressant de savoir, ne fût-ce que depuis 2010, allons-y, pourquoi pas depuis 2000, depuis les attentats de New York. Il serait intéressant de savoir sur le territoire français combien de koufars, comme vous dites, combien de Français
ont perdu la vie parce qu'ils ont été assassinés par des diversités, disons-le comme ça, parfois musulmans, parfois pas musulmans, mais la plupart du temps africains. Et quand vous posez cette question, on va vous dire, oh bah attendez, il y a eu Charlie Hebdo, ok, une quinzaine, il y a eu Nice, à peu près 80, il y a eu le Bataclan, à peu près 130, il y a eu Mera, bon, ok, tout ça, et puis on va vous dire, ça fait 250. Mais hélas, Alexandre, 250, c'est la face visible de l'iceberg. Parce que tous les jours, et on sait que c'est caché par les médias, tout simplement parce que les médias ont des consignes, c'est de ne pas traiter les informations qui pourraient faire paraître propagandiste pour l'extrême droite. Autrement dit, quand vous avez un petit Français qui se fait tuer par une diversité, moins on en parle, mieux c'est. Maintenant, c'est un peu plus difficile, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Donc, on essaye malgré tout de noyer le poisson. Il y a plusieurs façons de noyer le poisson. Il y a d'abord de ne pas donner le prénom de l'assassin. Ensuite, il y a de donner un faux prénom à l'assassin. Je vous rappelle, par exemple, qu'en 2012, à Rennes, vous avez un petit Kylian encore, qui avait 12 ans, qui était un espoir du football à Rennes, qui a été étranglé dans sa cour de récréation par un garçon de 16 ans d'origine malienne, qui s'appelait Souleymane. Mais curieusement, dans le traitement médiatique, Souleymane est devenu Vladimir. Et Vladimir, sans doute par le plus grand des hasards. Donc vous voyez, on vous parle également d'une rixe. On ne dit jamais que c'est une agression, que c'est un lynchage en meute. On vous dit qu'il y a une rixe, on oublie de dire que la rixe, c'est un pauvre Français qui est tout seul et qui se retrouve entouré d'une dizaine de personnes qui le fracassent au sol. Ça, on ne vous dit pas ça, on vous dit que c'est une risque, que c'est une rixe. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des éléments de langage qui permettent complètement de noyer le poisson et de ne pas dire la vérité. Quels sont les Français qui savent, par exemple, parce que vous avez des sites comme F2 Souche qui le révèlent, que dans une petite région de campagne de France, vous avez 4 vieilles personnes qui ont été massacrées dans des conditions abominables par un nommé Fissoko. Et le nommé Fissoko, qui était malien d'origine, bah, a été reconnu déséquilibré. Donc déséquilibré, le mec, il passera jamais devant un tribunal. Mais ça fait 4 vieilles personnes qui sont mortes dans des conditions abominables alors qu'elles arrivaient en fin de vie. On vous parlera jamais des personnes violées dans les hôpitaux, des personnes de 90 ans, des personnes de 95 ans violées dans des hôpitaux, naturellement, qui en meurent. On ne vous parlera jamais de cette horreur quotidienne. Tout simplement parce qu'il y a une stratégie qui est effectivement de dissimuler ça pour ne pas faire monter ce que ces gens-là appellent l'extrême droite. Mais effectivement, oui, vous avez bien raison de le dire. Je crois que c'est entre 130 et 150 attaques par jour qui Au sont couteau. au couteau, absolument au couteau, Je pense que c'est qui 1000 sont. attaques. Oui, sinon, sur 1000, ouais. Ouais, C'est énorme. C'est pas ouais. du tout des cas isolés, c'est plus de 1000, quoi. Et justement, vous, Maxime Leroy, sauf erreur de ma part, vous êtes papa depuis récemment. Félicitations encore. Cette montée de l'insécurité et du fait que bon, bah, je vous connais, voilà, et je sais que vous êtes quand même enfin, vous êtes très, très gaulois, j'ai envie de dire, vous êtes, voilà, il y a écrit qu'il est français sur votre tête. Vous n'avez pas peur justement que votre descendance, qui elle aussi a l'apparence française, puisse connaître l'insécurité du fait justement d'un laxisme, ou en tout cas d'un manque d'aveu de la part des forces de l'ordre, qu'être blanc, c'est potentiellement être une cible aujourd'hui? Alors oui, ça reste une peur, mais après il faut aussi, éduquer nos enfants, de la meilleure manière qui soit et il faut aussi, voilà, essayer de vivre là où il y a le moins d'immigration pour éviter, pour toujours éviter, ce genre de déconvenues et aussi, il faut aussi les éduquer à se défendre. Il faut aussi, voilà, ça fait partie un peu du package, on va dire, de vivre dans un endroit où on réduit les chances de se faire attaquer, mais aussi d'un autre côté, voilà, de les préparer si jamais un jour ça arrive. Euh, Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que, effectivement, vous dites que je suis un jeune père de famille, et quelque chose qui fait peur, c'est surtout si jamais un jour
il y a quelque chose se passe avec mon enfant, en fait, et c'est Julien Rochdy en parlait il y a quelques jours, en fait. Lui aussi, il a eu une altercation avec des jeunes, et il était avec sa famille et son nourrisson enfin son nourrisson, son bébé qui a environ 4 mois, je crois. Et il dit, je me suis écrasé parce que j'avais peur qu'ils s'en prennent à mon enfant. Et en fait, c'est vrai que il y a aussi cette peur-là, c'est pas la peur de se faire agresser. Moi, j'en ai rien à faire, en fait. Puis je sais me défendre. Je pense être aussi assez dissuasif pour qu'on m'emmerde. Mais si jamais un jour ça arrive et que je suis avec ma femme et mon enfant, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, on va peut-être pas trop envenimer la situation pour protéger ses enfants. Ça, c'est vrai que c'est effectivement quelque chose qui, en fait, ouais, c'est vraiment quelque chose de très dérangeant parce que notre nature voudrait qu'on aille au combat, qu'on défonce la gueule des gens qui cassent les pieds. Mais d'un côté, on n'a pas envie qu'il y ait des représailles sur des personnes qui nous aiment et qui sont plus faibles. Donc c'est ça, on nous oblige à vivre avec des ordures euh, où à chaque coin de rue, on peut avoir un problème avec ces gens et qui peuvent avoir des conséquences énormes sur nous. Et aussi, quelque chose qui fait très peur, c'est aussi un jour qu'il m'arrive que je vois quelque chose d'inadmissible et que j'aille casser la gueule à un mec et que je me retrouve en prison. Moi, je suis père de famille, j'essaie de subvenir aux besoins de ma famille financièrement et si un jour ça arrive, eh ben, ça serait vraiment catastrophique. Donc, c'est insupportable de vivre dans un pays où on sait que du jour au lendemain, on peut se retrouver en prison, que dans un coin de rue, on peut rencontrer des gens qui n'ont rien à foutre ici et qui vont en fait changer, qui peuvent potentiellement changer notre vie parce que ce sont des nuisibles et que voilà, on n'a pas envie de se laisser faire, quoi. Donc voilà, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais aussi des fois, il y a quand même certains jours où j'espère qu'il se passe quelque chose, mais j'espère que il se passe quelque chose, mais que je sois tout seul. Voilà. Oui, donc peur pour l'avenir de mon enfant, de mes enfants. Non, en fait, honnêtement, non, parce que si on les prépare, oui, il y a pas de raison il y a pas de raison que voilà, ça se passe très très mal. Après, moi, j'ai un naturel assez optimiste également concernant l'état de la France. Je pense que on va arriver à un point de non-retour où même la gauche va être obligée d'avoir des politiques un peu plus strictes en matière d'immigration. Un peu comme il y a eu au Danemark récemment, bon, même si il y a aussi des effets d'annonce, il y a la communication, dans les faits, c'est peut-être pas aussi important que ça, les retours dans les pays des étrangers, mais je pense qu'au bout d'un moment, je pense notamment, le point de bascule, ça pourrait être notamment à l'école. Je pense que au bout d'un moment, il manquera tellement de profs. Les profs ne voudront plus aller dans les banlieues, ne voudront plus faire prof dans des quartiers dits sensibles. En fait, l'État ne pourra plus fonctionner à certains endroits. Et je pense qu'à ce moment-là, voilà, les gauchistes seront obligés d'agir. Donc, voilà, je pense que soit il y a, il y a ce phénomène qui se passe, ou alors effectivement, les gauchistes continueront dans leur délire et là, ça partira vraiment en guerre civile. Mais bon, après, vous savez, tous nos ancêtres ont fait la guerre, hein. Ils sont partis à la guerre, ils se sont sacrifiés. Donc, ça sera peut-être à nos enfants de se sacrifier. Donc, faisons le plus d'enfants possible pour sauver la France. Et ce sera malheureusement peut-être eux qui reprendront le pays et qui donneront de leur vie. Mais c'est un sacrifice, hein, c'est la vie, vous savez. Comme je dis, tous nos ancêtres, eux, ils avaient des guerres. Des fois, ils faisaient 2 fois la guerre dans leur vie, hein. Nous, ça fait 80 ans qu'on n'a pas de guerre. Justement, à cause de ça, une bonne partie de la population est en train de devenir mou, là. Donc voilà, peut-être une bonne petite guerre, ça pourrait peut-être pas faire de mal aussi à à notre race, disons-nous. Oui, Merci. Allez-y, Pierre. oui, pour compléter le propos de Maxime, l'exemple de Kylian montre que un gamin gaulois qui fait de la boxe, c'est déjà très rare. C'est un gamin des milieux populaires.
Ça c'est sûr, hein. Le gamin, 17 ans, je ne sais pas si vous voyez, c'est la première fois qu'il sort en boîte. Il sort avec son grand frère, il sort avec des amis. On vous raconte qu'il y a eu une rixe, mais vous n'avez aucun détail sur la rixe. La plupart du temps dans les rixes, comment ça se passe? Le Français se retrouve seul contre plusieurs. Quand il a le malheur d'avoir le dessus, d'abord, il peut se prendre une plainte pour agression, ce que soulignait Maxime, mais c'est surtout que on va dire, la diversité perd contre un Gaulois, elle n'accepte pas de perdre contre un Gaulois. Et là, c'est peut-être ce qu'il s'est passé parce que je trouve que les médias sont très discrets sur la manière dont le pauvre Kylian est mort. Si ça se trouve, on va dire, la diversité a provoqué, si ça se trouve, ils sont tombés sur des Gaulois qui ont résisté, et si ça se trouve, enfin, ce qui est sûr, c'est que l'autre a été chercher un couteau. Si ça se trouve, il l'a frappé par derrière, il n'a même pas pu se défendre. Vous voyez, c'est. Et ce que je trouve également intéressant, c'est la manière dont on empêche les parents. Maxime parlait de la peur des parents. Moi, je suis grand-parent, j'ai peur tous les jours pour mes petits-enfants, j'en ai 5, ils ont de 7 ans à 20 ans, je veux dire, j'ai peur tous les jours. J'en ai un qui a 14 ans, a été attaqué au couteau, il s'est battu, il a sauvé son portable et tout, mais je me dis que ça aurait pu être un Kylian, vous voyez, c'est une terreur quotidienne, même s'ils apprennent à se défendre, c'est quand même une terreur quotidienne. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment on habitue les parents français à accepter l'inacceptable. Un Patrick Jardin, c'est l'exception. Patrick Jardin, c'est un ami pour vos lecteurs, pour vos auditeurs qui ne le connaissent pas. C'est le père de Nathalie, une des victimes du Bataclan. Patrick Jardin, il passe pour un père haineux. Tout simplement parce que lui, il pardonne pas aux assassins de sa fille. Il fait pas un discours à la Antoine Léris qui dit vous n'aurez pas ma haine. Il écrit pas un bouquin comme un autre abruti avec le père de l'assassin de son enfant. Enfin, je veux dire, Patrick, c'est le vrai Gaulois, c'est le mec qui pardonnera jamais à la religion des assassins de sa fille. Mais ça, c'est l'exception. La plupart des parents, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que vous avez l'appareil d'État qui prend tout de suite en main les parents dans ces cas-là, pour pas que les parents, guillemets, dérapent. Donc, on vous vend l'histoire de la marche blanche, on vous vend naturellement l'histoire des bougies, on vous vend l'histoire des fleurs, et puis on vous vend surtout, vous laissez pas récupérer, ne faites pas le jeu, guillemets, de l'extrême droite. Et donc, on demande aux parents de refuser toute récupération politique. Donc, on interdit aux Français, quelque part, de crier leur colère, de crier leur rage, de soutenir la famille. Vous voyez, non seulement les nôtres tombent, et je finis là-dessus, mais non seulement les nôtres tombent, mais en plus on nous interdit d'exprimer notre rage et encore plus de nous défendre. Oui, tout à Et puis fait. Allez-y, en plus, on Maxime. a la justice totalement contre nous. Là, j'ai vu une news tout à l'heure. Il y a quelques années, c'était il y a plusieurs années, il y a une fillette qui avait été tuée de 22 coups de couteau à Mérieux. Et là, le meurtrier a été libéré après 6 ans de prison. Donc, il tue une fillette de 22 coups de couteau et il fait juste 6 ans de prison. Et donc, la famille est évidemment indignée. J'imagine que ça doit être insoutenable pour une famille qui a vécu ce drame de voir que la personne qui a fait cela a eu seulement 6 ans de prison. Et en fait, ces cas-là, c'est tous les jours dans les tribunaux. Il y a des salles gauchistes du syndicat de la magistrature qui libèrent des ordures ou qui ne condamnent pas des ordures, qui n'ont rien à faire en France, et c'est insupportable. Ces gens du syndicat de la magistrature, le jour où on reprendra le pouvoir, je peux vous dire ils vont devoir galoper, hein. Ils vont devoir prendre des cours d'athlétisme, hein, parce que on va pas les louper, hein. Et Ça, comme c'est. Allez-y, Pierre. Maxime parle des peines dérisoires, mais de l'autre côté, c'est intéressant de voir que le laxisme de la justice, il est à sens unique. Vous avez par exemple, ça doit remonter à une dizaine d'années, vous avez la mort de l'antifa, comment il s'appelait, Clément Méric. Il faut quand même rappeler que Clément Méric a essayé, ce sont les antifas, les agresseurs, et Clément Méric essaye de frapper par derrière Esteban. Esteban se retourne, il met un seul coup de poing.
Le coup de poing, bah, Clément Méric, il était tuberculeux, je crois. Bon, il faisait pas le poids pour se livrer à ce genre d'exercice. Le coup de poing lui coûte la vie. Mais Esteban, il prend 11 ans. Je sais pas, hein, j'entends Maxime qui dit, bon, l'autre, il est sorti au bout de 6 ans. Vous avez tous les multirécidivistes, toutes les racailles, les mecs, ils peuvent se permettre 20 incartades, 20 infractions, 20 agressions, ils iront jamais en tôle. Le moindre mec de chez nous qui redresse la tête, Esteban, il s'est pas laissé faire, il a mis une patate. Il prend 11 ans. Samuel, qui était à côté de lui, qui n'a même pas bien coup, il prend 7 ans de prison. Vous avez récemment un mec, alors je connais pas bien l'histoire, ce que j'ai vu, c'est que le mec, c'était un ancien gendarme, qu'il a été présenté comme néo-nazi, qu'apparemment, après les années 2015, il aurait préparé des attentats, il aurait fait des choses, tout ça, c'est pas bien. La question n'est pas là. Mais le mec, il a touché à personne. Il avait peut-être l'intention, mais il n'était pas passé à l'acte. Le mec, il se prend 18 ans de prison, Alexandre. 18 ans de prison. Quand vous voyez tous les islamistes qui préparent des attentats et tout, les mecs, 3 ans plus tard, ils sont libérés. Je veux dire, on est vraiment, et je rejoins complètement Maxime sur le sort qu'il faudra réserver à des magistrats. C'est évident que ces gens-là ne rendent plus la justice au nom du peuple français depuis longtemps. Nous, on s'en rend compte quand on passe devant les tribunaux parce que bah, on a un petit peu l'habitude, et on se rend compte que la plupart du temps, je dis pas tout le temps, hein, il demeure heureusement des magistrats intègres et des magistrats courageux. Et je pense qu'il faut être courageux dans la justice, par exemple, pour ne pas nous condamner, des gens comme nous, des gens comme vous. Mais très franchement, quand on est devant un tribunal, on est sur terrain adverse. Et je ne vous parle pas des avocats antiracistes qui sont des psychopathes en puissance, qui sont des médiocres, des tocards, mais des psychopathes en puissance. Les mecs, s'ils avaient la possibilité, ils vous mettraient une balle dans la tête. Ça se voit, c'est la haine incarnée par rapport à ce qu'on représente. Tout à fait d'accord avec vous, malheureusement, bien évidemment. Et oui, le Parti de la France s'occupera évidemment du syndicat de la magistrature. Et sachez que le Parti de la France, évidemment, contribuera à la diminution significative de la délinquance, puisqu'elle pratiquera la remigration massive des populations qui sont bien autrices très souvent de ces drames, de cette fameuse délinquance que nous combattons au quotidien. D'ailleurs, en parlant de délinquance, il y a eu aussi une histoire d'embrouille dans un lycée avec des Maghrébins qui sont venus attaquer des Blancs avec un couteau d'ailleurs. Et Erwan, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un Erwan, un Blanc qui a mis une bonne droite effectivement à cet Arabe avec le couteau et qui l'a complètement assommé. Et on a même eu Cyril Hanouna qui a dit bravo Erwan, euh, comme quoi Cyril Hanouna se droitise de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Non, Et mais en non, même temps, malheureusement. je voulais ajouter une chose, Alexandre, c'est aussi, je ne sais pas s'il faut dire la terreur, peut-être la prudence de nos enfants par rapport à ce qu'ils subissent à l'école. Je vais vous citer une anecdote, c'est très rapide, hein. Je connais bien un petit gamin, il a 15 ans, il a tout compris sur l'islam, peut-être parce qu'il me connaît aussi, mais il est dans un cours où un professeur de français leur lave le cerveau sur l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix. Dans le cours, il y a 5 Maghrébins. Le gamin à 15 ans, ça le démange de reprendre l'enseignante et de lui dire, Madame, vous n'avez pas lu le Coran, vous n'avez rien compris, mais vous racontez des grosses conneries, quoi. Le gamin a la lucidité de ne pas le faire. Pourquoi il a la lucidité de ne pas le faire? Parce qu'il sait pertinemment que dans une classe où il y a 5 Maghrébins, s'il contre-attaque et s'il dit ce qu'il pense de l'islam, de la religion d'amour et du Coran, ça devient une cible dans l'école et que sa tranquillité est terminée. Et je crois que nos gamins, nos jeunes, ont des réflexes de survie qui leur ont fait comprendre cette réalité. C'est tout. Moi, je n'ai pas eu ce réflexe parce que je me rappelle très bien en seconde avoir fait une petite blague en cours d'histoire sur le Maghreb et ça m'a suivi tout le lycée, hein. Donc, il y a des mecs qui m'ont emmerdé, ils ont essayé de m'emmerder plutôt tout le lycée et bon, ça n'a pas fonctionné sur moi, mais j'imagine bien que
que certains doivent effectivement se taire pour ne pas avoir trop de problèmes, malheureusement. Il Alors, faut, des fois, il faut savoir, je pense vous que me des fois, il connaissez. faut Oui, savoir se allez, vas-y. taire, mais ouais, des fois, il faut savoir se taire, mais je pense que il faut aussi savoir se venger intelligemment. On est des gens intelligents, on est plus intelligents qu'eux. Il faut savoir, voilà, être plus intelligent, des fois, peut-être s'écraser un peu, mais par derrière, bah, militer plus, tout simplement. Donc, essayer de convaincre son entourage, d'autant plus. Donc voilà, il faut être plus intelligent qu'eux. Bah, vous me connaissez assez pour savoir que je suis suffisamment autiste pour pas savoir me taire. Donc effectivement, pendant toute ma scolarité, je ne mâchais pas ma pensée, disons. Et j'avais effectivement cette réputation d'être le facho de la classe, d'être l'extrême droite de la classe. Paradoxalement, ouais, après j'ai peut-être eu beaucoup de chance, hein, mais je suis toujours tombé sur des Maghrébins qui acceptaient l'idée que j'aimais pas l'islam et qui acceptaient l'idée, qui préféraient, disons, un blanc qui dit ce qu'il pense plutôt qu'un blanc qui fait semblant de les aimer, parce qu'ils le ressentent, hein, quand des gens font semblant de les aimer, ils le ressentent. Et du coup, moi j'ai eu beaucoup de chance, je suis toujours tombé sur des Maghrébins qui acceptaient l'idée que je voulais les renvoyer chez eux, donc donc c'est très bien. Après, j'étais peut-être un peu diplomate parce que je leur disais souvent, bon bah oui, mais si ce qui se passe en France se passait dans vos pays d'origine, est-ce que vous pensez que vos familles l'accepteraient, nanani, nanana, vous savez les discours habituels. Et ils avaient l'honnêteté intellectuelle, disons, d'admettre que oui, leur présence était nuisible pour des chrétiens blancs français catholiques. Voilà, c'est tout à fait. Donc bon, j'ai eu du bol. Alors, je voulais aussi vous parler, je vais pas parler justement en parlant de ça, en parlant de ces relations sociales. Il y avait aussi Gérald Darmanin qui s'est exprimé récemment sur France Info, et je vais vous lire le communiqué plutôt le commentaire de Thomas Joly à ce sujet, président du Parti de la France, qui nous dit: Maintenant que le gouvernement de Michel Barnier, de l'avis des journalistes, penche plutôt à droite, Gérald Darmanin a changé son fusil d'épaule. L'invité de la matinale de France Info, à l'occasion du lancement de son propre mouvement politique populaire, il était interrogé sur les discriminations. Sa réponse a été d'une démagogie limpide. J'ai une tante qui s'appelle Sada et une tante qui s'appelle Fatima. J'ai pas besoin de deux reportages à la télévision pour savoir qu'il peut y avoir des discriminations. Darmanin tient là un joker ultime, une arme secrète, à un plus 4 dans le jeu Uno par exemple. Il a deux tantes dont les prénoms ont une consonance arabe. Du coup, il est perché. Il connaît parfaitement le problème, excusez-moi, des discriminations. Donc là, on a un discours qui est complètement démagogique, bien évidemment. On a Darmanin qui nous explique ce qu'est, voilà, qui sait ce que c'est la discrimination, parce qu'il a deux tantes qui s'appellent Fatima et Sada. Moi, j'ai trouvé ça assez ridicule. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette rhétorique, Pierre Cassan? Alors d'abord un petit mot sur Darmanin, hein. Moi, je ne fais pas de morphopsychologie, j'en sais rien, mais en tout cas, on voit que le mec, c'est pas un franc du collier, quoi. On sent que c'est un mec qui a commencé, paraît-il, sa carrière à l'Action française, qu'aurait été au départ dans les milieux droitiers catholiques, qui était quand même un petit peu le dauphin de Christian Van Est dans le Nord. Ça, c'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même une identité. Et on voit que finalement, il a pris ce wagon-là parce que ça l'a aidé à faire carrière au départ, mais que c'est un mec qui n'a aucune conviction et que sa seule conviction, c'est la réussite de sa carrière. Enfin, on voit que c'est là. Alors, vous allez me dire peut-être qu'on a une dent contre lui parce que c'est le seul mec de droite qui a déposé plainte contre nous et qu'en plus, il a perdu deux fois. Donc, mais très franchement, enfin, le bilan de ce gars, et je reviendrai à votre question, le bilan de ce gars comme ministre de l'Intérieur, mais c'est un des pires bilans, mis à part Cazeneuve qui était là quand il y a eu le Bataclan, quand il y a eu Nice et quand il y a eu Charlie Hebdo. Mais sinon, très franchement, Darmanin, non seulement c'est un bilan catastrophique, non seulement ce mec est un menteur pathologique, faut quand même pas oublier l'épisode du Stade de France et des supporters anglais. Faut quand même pas oublier les Kevin et Matteo au lendemain des émeutes qui ont suivi la mort de la racaille Naël Merzouk. Bon, Darmanin, c'est le mec quand même qui a voulu désarmer les Français.
c'est celui qui a jamais rien fait contre les attaques au couteau, mais qui a lancé une gigantesque opération policière contre, paraît-il, les armes illégales que détenaient les Français. Très franchement, ce mec, vous parliez tout à l'heure du syndicat de la magistrature. Certes, il faudra s'occuper du syndicat de la magistrature, mais il faudra aussi s'occuper de traîtres. Et très franchement, Darmanin est en bonne place là-dessus. Alors, une fois que j'ai dit ça, bah, Darmanin, effectivement, il a toujours joué Moussa. C'est-à-dire que le jour où il a passé la main à Retailleau, pour lequel, entre nous, je ne sais pas comment il va tourner, mais je pense que cet homme est plus authentique et plus sincère, même si c'est un LR, avec tout le mal qu'on peut penser des LR, mais il me paraît plus authentique et plus sincère que Darmanin. Et donc, se rappeler quand même, Alexandre, que quand Darmanin a passé la main à Bruno Retailleau, il n'a pas pu s'empêcher d'insulter la France en expliquant que s'il s'était appelé Moussa, il n'aurait jamais été élu député, il n'aurait jamais été ministre, ce qui est une connerie énorme. Il suffit de voir dans le gouvernement tous les prénoms diversité qu'il y a et tous les maires diversité qu'il y a à Stein et dans de nombreuses villes de France. Mais il a fallu qu'il crache sur la France en expliquant que finalement les Français étaient tellement racistes qu'ils ne l'auraient jamais appelé, qu'ils n'auraient jamais voté Moussa. Et là, son cinéma avec sa tante, c'est exactement la même chose. Darmanin, maintenant, va se faire le chantre d'une société multiculturelle, tolérante et tout. Bref, Darmanin, j'ai envie de dire, le pouce vers le bas, comme on disait à une certaine époque. Et Oui, oui, pour rebondir, effectivement. Ah bah allez-y Maxime, j'avais posé yes, une question, mais allez-y. ouais, pour rebondir sur ce qu'a dit Gérald Darmanin en disant que si c'était appelé Moussa Darmanin, il n'aurait pas été élu. Je souligne juste qu'il est élu à Tourcoing. Et à Tourcoing, il n'y a pas vraiment de Jean-Pierre, il n'y a pas vraiment de Léon. Il y a 80, je pense qu'il y a 80% d'halogènes à Tourcoing. Donc je pense que si c'était appelé Moussa Darmanin, il aurait peut-être fait des meilleurs scores. Donc je pense que son exemple est complètement débile. Et quand il parle de discrimination des personnes d'origine étrangère, c'est vraiment un argument qui ne tient absolument pas la route. Moi, je me souviens d'une expérimentation de Pôle emploi en 2011 sur les CV anonymes. Donc, en fait, par antiracisme, il s'était dit, bah, tiens, on va lancer, on va lancer le CV anonyme. Comme ça, les étrangers, ils auront plus de chances. Sauf qu'en fait, l'étude a montré qu'avec un CV nominatif, donc avec un nom, donc je cite, hein, 9,6% des candidats issus d'immigration, ils décrochaient un entretien d'embauche, donc 9,6, contre 11,9% des autres candidats, donc comprendre les blancs, hein. Donc du coup, ils s'étaient dit, ah, c'est raciste, il y a un biais raciste. C'est-à-dire que quand ils ont fait le CV anonyme, le taux d'accès aux entretiens chez les halogènes tombait à 4,6% et 17,8% pour les blancs. Donc en fait, ils ont voulu prouver qu'il y avait un racisme envers les Noirs et les Arabes, et en fait, ils ont juste prouvé qu'il y avait un racisme envers les Blancs, qu'il y avait une discrimination positive envers les personnes issues de l'immigration. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a des études aussi aux États-Unis qui ont montré qu'il y avait d'énormes discriminations d'accès à l'école et au monde du travail. J'en avais fait un article sur mon blog il y a quelques années déjà. Donc, non seulement il n'y a pas de discrimination envers les halogènes, les extra-européens, mais en plus de ça, ils sont discriminés positivement. C'est les blancs qui sont discriminés, en fait. Donc, il va peut-être falloir arrêter, on va peut-être falloir arrêter de les laisser dire des bêtises. J'entends malheureusement pas assez de monde dans les médias dire ce genre de choses. D'ailleurs, juste entre parenthèses, vous avez déjà vu un blanc travailler dans un kebab, dans une boucherie halal? Vous en avez déjà vu? Moi, non, jamais. Et je suis sûr que si un blanc, si on envoie 10 CV de blancs surexpérimentés, qui ne demandent juste que le SMIC dans ces boucheries halal ou dans ces kebabs, aucun ne serait embauché. Parce que eux, ils pratiquent la discrimination. Eux, ils font du communautarisme et ils ont raison de le faire. Nous, c'est ce qu'on devrait faire aussi. Dans les commerces tenus par les blancs, je suis désolé, on devrait recruter que des blancs, hein. Il y a suffisamment de chômeurs blancs pour en trouver, hein. Donc voilà, eux, ils ont le droit de se communautariser, eux, ils ont le droit de discriminer, mais nous, on n'a pas le droit. Ça s'appelle antiracisme, qui est en fait un racisme anti-blanc.
pour pour compléter le propos de Maxime, je ne vous souhaite pas de mal, Alexandre, ni Thomas, ni les trois autres, mais s'il vous arrive de devoir mettre les pieds devant la 17e chambre à Paris, vous verrez, le tribunal est horrible, on se croirait aux Galeries Lafayette, mais si vous avez la malchance de mettre les pieds là-dedans, vous allez voir les contrôles à l'entrée, puisque vous avez maintenant des contrôles de sécurité, tout ça, bon, comme si vous preniez l'avion, comme si vous étiez à l'aéroport. Vous ne verrez aucun blanc qui vous contrôlera. Vous ne serez contrôlé que par des noirs. Je voulais vous citer un autre exemple, c'est à la RATP. À la RATP, dans les années 2000, il y a des grosses têtes, des crânes d'œufs qui ont trouvé la solution pour lutter contre l'insécurité. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah, en région parisienne, ceux qui agressent, bah, c'est certes des gens du 9-3, tout ça, mais s'ils agressent, c'est parce que le chauffeur, il n'est pas de leur origine. Donc, il faut que les conducteurs de la RATP, ils ressemblent aux gens qui transportent. Et donc, ça s'est traduit par une discrimination positive qui fait que je peux vous dire que dans un dépôt comme à Nanterre, par exemple, en 2000, vous aviez 600 machinistes et à peu près 500 blancs et 100 arabo-musulmans, et qu'aujourd'hui, les seuls qui partent en retraite, c'est les blancs, et les seuls qui sont embauchés, à quelques exceptions près, c'est les arabo-musulmans. Donc, comme le dit Maxime, la discrimination positive, elle est négative pour les Français blancs. La même raison, oui, effectivement, le même objectif, le même motif de pourquoi il y a que des matons, on va dire, de couleur. C'est parce qu'un maton blanc ne serait pas respecté là-bas, en quelque sorte. Il serait harcelé par les détenus. Il faut que les matons, aujourd'hui, visiblement, soient de la même origine, voire de la même religion que les détenus. C'est effectivement quelque chose que j'ai Qui remarqué. règle pas toujours tout, parce que justement, ils se font traiter de harkis. Tout à fait. C'est comme les policiers, vous aviez dans les manifs, à un moment, les manifs de la clique Adama Traoré, bah, vous aviez un policier de couleur qui s'est fait insulter, qui s'est fait traiter de collabo, et à qui on a dit, t'as pas honte de collaborer avec les Blancs. La personne de couleur qui a dit ça n'a pas été condamnée par les tribunaux pour racisme. Et malgré tout, elle insulte les policiers de couleur. Ils seront traités de bounty, d'ailleurs. Hum, De noir à l'extérieur et de blanc à l'intérieur. hum. Tout à Ça fait. veut tout dire. Les bounties. Oui, c'est une expression que j'entends assez souvent, effectivement, les bounties. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et je rajouterais d'ailleurs, ça fait le lien avec le thème principal également. C'était le ministère de l'Intérieur, je crois, qui avait révélé que 83% des agressions dans le métro sont faites par des personnes étrangères et 91% en Ile-de-France. Sachant que là, on parle de personnes étrangères, hein, donc c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la nationalité française, et on sait très bien à quel point beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration par leurs parents ou leurs grands-parents, donc ils ne sont pas considérés comme étrangers, peuvent être impliqués dans le milieu de la délinquance. Donc c'est quand même à prendre en compte. Qui ne sont pas pris évidemment dans les statistiques comme étant considérés comme étrangers, puisqu'ils sont considérés comme français, comme vous et moi d'ailleurs, au même titre. Voilà, compliqué. Actualité suivante, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, dit qu'un référendum sur l'immigration ne peut pas exister parce que ça irait à l'encontre de la Constitution. On parlera de Laurent Fabius dans 2 minutes, mais Maxime Leroy, est-ce que vous pensez que s'il y avait un référendum sur la diminution et sur la régularisation de l'immigration, ce référendum pourrait rencontrer un oui sur sa diminution? Oui, évidemment. Bah, tous les derniers sondages depuis déjà bien longtemps montrent que les Français veulent une diminution de l'immigration. Après, on sait très bien comment ça serait formulé. Je pense que le référendum serait formulé d'une certaine manière où ça pourrait laisser la possibilité aux gens qui sont contre l'immigration de dire qu'ils seraient contre, enfin contre ce référendum justement. Donc il faudrait voir comment ça serait formulé, mais je pense quand même que les Français se rendent de plus en plus compte des méfaits de l'immigration. D'ailleurs, les immigrés eux-mêmes se rendent compte de la connerie qu'est l'immigration de masse, hein. On connaît tous des immigrés dans j'allais dire dans notre entourage, que ce soit au travail ou dans un cercle d'amis, pourquoi pas, hein. On peut avoir des amis étrangers. On connaît tous qui en ont marre en fait des gens
des gens de leur peuple, hein. Donc même eux, ils en ont marre. Je pense que eux seraient des alliés de circonstance, même sur ce référendum-là. Donc, vous voyez, je pense que on peut ratisser assez large. Après, c'est sûr il faudra avoir des étapes intermédiaires parce que, évidemment, je pense selon les chiffres, il y a environ 15 millions d'immigrés extra-européens. Si on fait un référendum pour dire voulez-vous rémigrer 10 millions d'étrangers, bon là c'est sûr qu'on gagnera pas. Après, si on fait un référendum pour dire souhaitez-vous l'arrêt total de l'immigration, ça peut être déjà une première étape. L'arrêt, sachant qu'on importe, je pense, entre 400 et 500 000 immigrés par an. Si on le stoppe, ce serait déjà, entre guillemets, une petite victoire. Après, comme je dis toujours, les idéalistes qui veulent tout de suite, c'est un peu débile. Il faut toujours des étapes intermédiaires. Donc, si on peut avoir plusieurs référendums sur 10 ans qui va crescendo, pourquoi pas? Et voilà, si on commence par un référendum qui peut obtenir la majorité, ne nous privons pas. Voilà, je pense que oui, effectivement, ce référendum serait positif. Très bien, très bien. Et vous aussi, Pierre Cassant, vous pensez que la majorité des Français veulent une diminution, voire un arrêt de l'immigration? Alors oui, vous parliez de Fabius, Alexandre, et Fabius illustre la caricature de ce qu'ils appellent l'état de droit. En fait, Fabius, c'est le Conseil constitutionnel et c'est la dictature des juges qui se sont arrogés le droit de prendre le dessus sur les décisions des politiques en expliquant que les droits de l'homme et les valeurs de l'Europe, c'est plus important que la vie du peuple. C'est quand même ça. Et je trouve que on va peut-être parler de Barnier, mais Barnier, le plus important, je trouve, de son discours, c'est quand il désavoue Retailleau sur l'état de droit. Quand il désavoue Retailleau sur l'état de droit, ça signifie que le gouvernement Barnier et surtout Retailleau, en admettant qu'il ait quelques intentions, ils se feront retoquer exactement comme Darmanin s'était fait retoquer sur sa pseudo-loi sur l'immigration. Donc, tant qu'on n'aura pas, et effectivement, là, un référendum, mais sur le Conseil constitutionnel, pour redonner la souveraineté au peuple, est absolument indispensable. Et je recommande à vos auditeurs un excellent livre de Bruno Maigret qui s'appelle Salus Populi, où c'est une fiction où il montre un président de la République droite molle, quoi, qui arrive au pouvoir et qui finalement se rend compte qu'il ne pourra pas appliquer son programme avec le Conseil constitutionnel. Et il choisit d'aller devant le peuple et il fait une modification de la Constitution qui fait que face au Conseil constitutionnel, en dernière analyse, c'est le président de la République qui a le dernier mot. Ça changerait tout. Et sinon, sur le référendum, moi, je vais vous citer un exemple vécu de près. Vous savez peut-être que j'ai fait partie des animateurs de la bataille victorieuse de Calac, où à Calac, petit village breton de 2000 habitants, on voulait imposer des centaines et des centaines de migrants dans un centre-ville en expliquant que c'était un laboratoire de l'enrichissement multiculturel de nos campagnes. Bon, il se trouve que les ploucs se sont un peu mobilisés, qu'on les a aidés à se mobiliser et qu'on a gagné là-dessus. Mais on a gagné sur quoi? On a gagné parce qu'on a demandé un référendum. Et c'était extraordinaire parce que c'était la période de la bataille sur les retraites où la gauche réclamait un référendum sur les retraites. Mais par contre, quand nous, on disait, le maire n'a pas été élu avec le programme d'imposer 200 ou 300 migrants dans la ville de Calac, il n'a pas été élu sur ce programme. Donc, il faut faire un référendum pour que les habitants tranchent. Là, c'était les cris d'orfraie. C'était mais un référendum sur l'immigration, c'est raciste, vous n'avez pas le droit, c'est pas constitutionnel et tout. Et ce qui était très marrant, c'est qu'un jour, entouré par une trentaine de riverains mécontents, le maire a craché le morceau et le maire a dit mais arrêtez, si je fais un référendum, 80% d'entre vous allez voter contre moi, vous êtes tous contre l'immigration. Quel aveu! Effectivement, il a avoué que 80% de sa population, enfin de sa commune, voterait contre.
puisque puisqu'elle ne souhaite pas l'immigration, bien évidemment. C'était l'accueil de pour rappel, hein, Calax, c'était l'accueil de 300 familles de migrants qui était envisagé, hein, si je dis pas de Oui, bêtises. pour remplacer, dans le centre-ville, c'était un centre-ville de migrants. Et naturellement, tous les migrants qui étaient présentés étaient tous des ingénieurs, des dentistes, des enseignants, des cultivateurs. Et les Calaquois étaient trop bêtes pour savoir faire tout ça. Et eux, ils allaient tirer la ville vers le haut, bien qu'il y ait juste 18% de chômeurs à Calac. Et bien évidemment, il connaissait Victor Hugo sur le bout des doigts, je suppose. Bon, bien sûr. Je vais Concernant le rebondir Conseil sur le constitutionnel... conseil. Allez-y, Le Maxime. conseil. Non, vas-y, pose ta question. Je pense que. Ah bah, j'avais pas, j'avais pas posé de question, j'allais dire le programme du Parti de la France sur le Conseil constitutionnel, mais peut-être que vous voulez Ah, bah, prendre la voilà. parole, donc je vais vous laisser d'abord. Justement, j'allais dire, quand nous arriverons au pouvoir, le Conseil constitutionnel, comment vous dire? On va s'asseoir dessus, hein. Clairement, je pense que c'est la première chose qu'on va faire, c'est de supprimer ce Conseil constitutionnel et de rétablir le crime de haute trahison qui a été supprimé par Sarkozy. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Et pour juger tous ces gens qui ont trahi la France, je pense qu'il y a une bonne paire de personnes qui vont, Il va y avoir du qui vont y, travail, qui vont y Maxime. passer. C'est Il va y ça. avoir beaucoup de travail. Je ne sais pas si des gens ont fait des listes, mais ça peut valoir le coup de récupérer ces listes. Voilà, les tribunaux, ils vont avoir du boulot, je pense. Donc effectivement, nous, on va supprimer le Conseil constitutionnel tel qu'il est actuellement, pareil pour le Conseil d'État d'ailleurs, et on va refaire ces conseils, mais ce sera uniquement accessible par des juristes, voilà, par des juristes, et ce ne seront plus des hommes politiques qui siégeront à ces conseils. Ça évite les conflits d'intérêts. Et au moins, on sera sur du droit pur, et pas sur de la morale, c'est raciste, c'est méchant, c'est pas gentil, bou bou bou. Voilà. Concernant, alors oui, justement, là, on va parler d'une activité un petit peu plus grave, mais dont il est nécessaire malgré tout de parler, bien évidemment. Peut-être que vous l'aurez compris par le terme grave que j'ai employé, c'est un candidat, un ancien candidat, Pierre-Alain Cotineau, qui était à la France Insoumise, qui est bien évidemment militant fervent des associations LGBT telles que le Refuge de l'Arc-en-Ciel, qui est une association revendiquée comme LGBTQI+, et tant d'autres. Vous voyez, le starter pack du gauchiste, et comme le starter pack, évidemment, du gauchiste d'extrême gauche, pour faire un pléonasme, il est soupçonné d'avoir violé et torturé une enfant handicapée de 4 ans. Et d'ailleurs, il a même diffusé, enfin il aurait, parce qu'il pour l'instant il n'est pas condamné, donc il est présumé innocent, il aurait même diffusé toutes ces atrocités sur Telegram. Voilà, donc 4 ans, on rappelle, hein, c'est quand même assez peu, et il était candidat aux élections départementales de 2021 sous l'étiquette LFI, pour être plus précis, et l'association Le Refuge de l'Arc-en-Ciel il est le président de cette fameuse association. Donc, ouais, évidemment, je suis dégoûté. Je pense que vous aussi, chers invités, vous êtes dégoûtés par ces Je, actes. je veux bien Allez-y, réagir Pierre. là-dessus. Je veux bien réagir là-dessus, Alexandre. Quand vous dites il y a la présomption d'innocence, chez les Insoumis, il n'y a pas la présomption d'innocence. Puisque le mec, il a été viré de chez les Insoumis mercredi dès que l'affaire a éclaté. Donc la présomption d'innocence, elle est un petit peu à géométrie variable. Par ailleurs, les choses sont claires, même s'il n'a pas été condamné. Bon, le mec est effectivement celui qui s'est livré coupable des abominations que vous citez. Et d'ailleurs, le procureur a expliqué que pour qu'on parle d'actes barbares, c'est vraiment un des sommets de la cruauté qu'on peut avoir vis-à-vis d'un enfant. Mais moi, je pense qu'au-delà du fait que le mec est à LFI, ça mérite un petit peu d'approfondir les choses. C'est que, est-ce qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre le fait que ce mec soit de gauche, pédophile, barbare, disons, tortionnaire d'enfants, et l'idéologie wokiste? Est-ce qu'il y a aucun rapport entre cet acte barbare et la sexualisation permanente des enfants à l'école? Les cours qui sont donnés dans les écoles
où de plus en plus d'adultes fantasment complètement sur des gosses? Est-ce qu'il n'y a aucun rapport avec les discours conciliants sur la pédophilie que nombre de personnes de gauche ont tenu et continuent à tenir? Est-ce qu'on est certain qu'il n'y a aucun rapport? Et je ferai une deuxième réflexion. Vous avez dit que ce gars est un insoumis et un LGBT. Vous remarquerez l'extrême discrétion de la presse, des médias et du monde politique sur ce fait divers. On en reste à on n'instrumentalise pas ça, ça pourrait exister dans tous les partis, on ne va pas s'en servir contre les insoumis. Je vous invite, Alexandre et Maxime, à réfléchir à ce que serait le traitement médiatique si le gars était à la Manif pour tous et par exemple militant du Parti de la France. Vous allez me dire que c'est pas possible, ou militant de Reconquête ou militant du Rassemblement national. Là, vous auriez matin, midi et soir pendant 48 heures une interpellation permanente des responsables de ce parti en disant comment ce parti a-t-il pu avoir un tel monstre chez lui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Pierre Cassan, et je vais laisser maintenant Maxime Leroy réagir. Ouais, ça me fait penser à un concept qui est en psychologie sociale, ça s'appelle le biais de compensation morale. C'est-à-dire qu'une personne qui publiquement fait des choses ou dit des choses qui sont moralement acceptables se permettent en privé de faire des choses totalement ignobles. C'est un biais assez connu, hein, mais pour moi, ça résume beaucoup la gauche. C'est-à-dire que la C'est gauche, vrai que le mec, il militait contre les violences à l'école. c'est ça. Et des violences faites aux femmes aussi, et même contre la pédophilie, je crois. Enfin, j'avais entendu un truc dans ce genre-là aussi. Ouais, c'est des gens de la gauche qui se croient moralement supérieurs et le montrent avec véhémence dans les médias et dans le monde de tous les jours. Voilà, ils disent, je suis moralement supérieur à vous, vous êtes une ordure. Alors que dans leur vie privée, ils agissent totalement de manière Faut- contraire à ce qu'ils disent en public. Alors, on pense notamment à Adrien Quatennens aussi, qui avait tabassé sa femme et qui a mené à un divorce, etc. On pense aussi aux avortements, hein, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'un avortement? C'est tout simplement un meurtre hein, d'un bébé à naître. Donc tous ces gens qui disent ah vous êtes contre l'avortement, vous êtes une ordure, comment vous pouvez faire ça, la liberté de la femme, mon corps, mon choix, etc. Mais en fait ils tuent juste un bébé et c'est le corps du bébé, c'est pas leur corps à eux, donc c'est pas leur choix. Voilà. C'est typiquement le genre d'exemple. Et aussi contre la peine de mort, ils sont contre la peine de mort. Mais par contre, dès qu'il y a un arabe qui fait une connerie, ils le défendent comme si c'était un des leurs. Non, les ordures, les criminels, les gens qui font des meurtres de masse, ces gens-là, ce sont des dangers pour le bien commun. Donc il faut couper la tête. Et c'est moral de dire ça. Saint Thomas d'Aquin était pour, le plus grand docteur de l'Église était pour la peine de mort. Je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens. La peine de mort est morale et c'est eux qui sont immoraux à défendre les ordures et à vouloir absolument castrer les gens qui ont eux une morale. Faut rappeler que Cohn-Bendit a fait toute sa carrière sans avoir de compte à rendre par rapport aux propos qu'il tenait dans les années 70 où il se vantait de petites filles ou de petits garçons qui mettaient leurs mains dans sa braguette. Je veux dire, le mec, il a fait toute sa carrière sans le moindre problème. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et La oui, moi, gauche, donc ils ont le droit. Oui, allez-y. Moi, je dis juste, c'est la gauche, du coup, ils ont le droit. Hmm. Ils ont le monopole dans les médias. Donc ils ont le droit, c'est comme ça. Et ouais, peut-être que ça change. Et je pense pas aussi, cher Pierre, qu'il y a potentiellement une corrélation à faire entre le wokisme ou même l'extrême gauche des années mai 68 à l'époque, qui est une forme de wokisme avant l'heure, quelque part, et ce genre d'acte absolument immonde sur les enfants, enfin, la sexualisation des enfants.
Oui, et quand même se rendre compte que c'est quand même toujours le même camp. Je veux dire, vous avez le, comment il s'appelait, Duhamel, je ne sais plus, son, pas un journaliste, mais Laurent, non, je ne sais plus, celui qui était président du siècle, là, c'était un Duhamel qui a été dénoncé par la fille D'accord. Kouchner parce qu'il imposait des rapports sexuels à son beau-fils qui devait avoir 12 13 ans. Bon, vous voyez quand même, bon, que je vous citais Cohn-Bendit, vous aviez quand même Libération dans les années 75-80 qui faisait des grands trucs, apprenons à nos enfants à faire l'amour. Vous aviez des pétitions signées par toute la gauche pour le droit à la pédophilie. Enfin, il y a quand même un passif un peu lourd, quoi, quand même. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore un point commun. J'allais dire encore un point commun avec l'islam, mais je vais le dire, Hmm. je vais le dire au conditionnel, on s'évitera les soucis juridiques. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, l'islam, Autre sujet. Oui. l'islam vénère un prophète qui, à 53 ans, a épousé une jeune fille, Aïcha, qui avait 6 ans et qui a consommé le mariage à l'âge de 9 ans. Et les musulmans sont censés prendre exemple sur celui qui s'appelle le beau modèle. Mais les médias n'évoqueront jamais ça, et les médias parleront toujours du prêtre pédophile, etc., etc., mais parleront jamais des textes fondateurs de l'islam sont un véritable hymne à la pédophilie. Oui, tout Il à y a bien fait, une tout à première fait. dame. Il y a bien une première dame qui est sortie avec un enfant de 15 ans aussi, donc tout est permis. Je vais pas. Non, j'allais faire une mauvaise plaisanterie. C'est La factuel, première hein, dame, c'est vous êtes factuel, sûr, hein. mais bon, c'est trop facile. C'est trop facile. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Aïcha, je rappelle que c'était la personne préférée, voilà, du prophète. Parce qu'on lui a posé la question dans les hadiths d'Al-Bukhari au IXe siècle, quelle est la femme que tu préfères parmi toutes celles que tu as? Et bien, il a répondu Aïcha, Mhm. pour son jeune âge, probablement. J'ai été relativement surpris parce que j'ai vu que Jean-Marie Le Pen, le week-end dernier, était en top tendance Twitter France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen, vous savez, Jean-Marie Le Pen, c'est un ami du Parti de la France, il a 96 ans quand même. Pourquoi un monsieur de cet âge est en tendance, pardon, Twitter? Et ben, c'est parce que Mediapart, Mediapart a volé une vidéo sur le journal Facebook de Renault Match Retour. Vous savez, on l'a déjà invité à des émissions. Et en volant une vidéo, ils ont titré Jean-Marie Le Pen, en attente de son procès, reçoit des néo-nazis pour chanter, attention, des chants néo-nazis, tels que Fanchon, par exemple, Elle aime à vivre, elle aime à gloire, c'est considéré pour Mediapart visiblement comme un chant néo-nazi, alors qu'absolument tout le monde la chante et qu'il n'y a rien de politique dans cette chanson, mais pourquoi pas. Et dans les vidéos qui sont montrées, dans les vidéos qui sont diffusées, personnellement, j'ai rien vu de choquant. C'est des chansons assez habituelles qu'on chante en soirée, au 31 du mois d'août, Fanchon, etc. Et il y a également une chanson qui a été faite, vous savez, Je vais te faire courir, rouquin. Bah, Renaud Match Retour, qui est évidemment chanteur, a composé une musique à l'hommage de cet événement bien connu de Jean-Marie Le Pen. Donc Jean-Marie Le Pen a passé un très bon après-midi de ce qu'il nous a dit. Il y avait Thomas Joly qui était présent et d'autres personnes du Parti de la France. Et il a passé un après-midi même exceptionnel. Marine Le Pen a décidé de porter plainte contre, de ce que j'ai compris, Renaud Match Retour pour abus de faiblesse. Ce qui semble assez ridicule. Marine, visiblement, souhaite séquestrer son père. Enfin voilà, c'était le week-end dernier. Vous l'avez peut-être vu, cette fameuse vidéo. Peut-être Pierre Cassant, vous avez vu cette actualité? Alors, j'ai vu cette actualité. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Jean-Marie Le Pen paraissait heureux. Il paraissait sain d'esprit, il paraissait apprécier les moments qu'il passait et d'être entouré avec les amis. Après, je pense que Marine a fait du Marine, hein, c'est-à-dire la dédiabolisation jusqu'au bout, et donc j'annonce que je dépose plainte contre les vilains, et comme ça, elle peut dire sur les plateaux de télé, parce qu'elle sait que sur les plateaux de télé, elle va être emmerdée par les journalistes qui vont dire: vous avez vu, alors votre père, vous dites qu'il est gâteux pour pas qu'il aille au procès, mais finalement il n'est pas si gâteux que ça, regardez. Ça permettra à Marine de dire qu'il y a un abus et de passer à autre chose.
Voilà, c'est du Marine tout craché. Oui, effectivement, c'est peut-être aussi une manœuvre de s'en sortir tout à fait. En tout cas, je l'espère, parce que voilà, Jean-Marie Le Pen, je fais attention à ce que je peux dire, évidemment, parce qu'il y a peut-être une procédure qui va être lancée par Marine, visiblement. Mais en tout cas, Jean-Marie Le Pen avait l'air extrêmement heureux, et à chaque fois qu'on va le voir, il est extrêmement heureux. Il faut savoir que Jean-Marie Le Pen, il a encore, entre guillemets, cette réputation de diable pour beaucoup, et que par conséquent, beaucoup de personnes ne veulent pas forcément l'approcher par peur d'être associé à son image. Nous, le Parti de la France, on s'y affiche non seulement très fièrement, mais en plus on essaie de perpétuer l'esprit de Jean-Marie Le Pen à travers notre propre parti. Donc nous, on est très fiers de le connaître. C'est un homme historique absolument très brillant et ça fait plaisir de le voir si heureux. Et je pense qu'il est nécessaire pour lui et sa santé mentale de fréquenter encore des personnes jeunes, encore des personnes actives en politique. Parce que moi, je suis persuadé, c'est une conviction personnelle, on s'approche peut-être de la pseudo-science, mais à mon avis, une personne âgée qui fréquente des jeunes reste plus jeune dans sa tête, vieillit moins vite en tout cas, sur le plan cérébral, parce que Jean-Marie Le Pen, si vous avez la chance de le côtoyer, vous verrez qu'il est tout à fait lucide et éclairci sur l'actualité, sur la politique, etc., et qu'il n'est pas, enfin, je le trouve absolument pas gâteux, surtout pour quelqu'un de 96. Peut-être Maxime Leroy voulait aussi peut-être réagir du comportement de Marine face à son père. Oui, bah, il y a rien d'étonnant. Pierre a tout dit, hein. Je te protège, notamment juridiquement, parce qu'effectivement, il y a le procès des assistants parlementaires où il est déclaré, entre guillemets, inapte à se rendre à ce procès. Donc, elle essaie de dire que son père est gâteux. C'est vraiment honteux. C'est tellement bas, mais ça nous étonne absolument pas de Marine Le Pen. Moi, je voulais juste aussi rajouter que Jean-Marie Le Pen a toujours aimé la musique. D'ailleurs, il avait un label de musique historique il y a plusieurs décennies. Il a toujours aimé chanter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a toujours beaucoup aimé les dîners du Parti de la France. On l'invitait à ces dîners et nous chantions toujours à tue-tête pendant des dizaines de minutes. Et on pouvait toujours voir qu'il avait une très, 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 très bonne mémoire, qu'il a toujours d'ailleurs, et pour son plus grand plaisir. Donc, même ce petit plaisir que son père peut avoir, eh ben, elle empêche. Elle lui empêche d'avoir ses plaisirs. Donc, c'est vraiment, jusqu'à la fin de sa vie, ça va être vraiment un poids pour Jean-Marie Le Pen d'avoir ses filles, hein, parce que je crois qu'aussi une autre de ses filles est un peu dans le lot. Voilà, donc c'est un peu dommage. Il a encore toute sa tête, hein, malgré tout ce qu'on dit, même s'il est évidemment affaibli, hein. C'est 96 ans qu'il a, c'est ça? 97, je sais plus. 97 ans en juin. Ouais, c'est ça, 96 et demi. Franchement, j'aimerais bien avoir son physique à cet âge-là, hein, et avoir encore cette lucidité, cette capacité à parler de politique encore, de se rappeler d'avoir une mémoire aussi incroyable. Moi, j'aimerais bien encore être comme ça à son âge, hein. Donc, je pense Ne que serait-ce qu'être en vie, parce que c'est difficile à ouais, 96 ans, mine de rien. On est bien au-dessus de ouais, l'âge moyen. il est encore en bonne santé dans le sens où il peut encore se lever, il peut encore marcher. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui restent dans leur canapé ou dans un lit médicalisé pendant 15 ans. Comme ma grand-mère, par exemple, qui était décédée il y a 2 ans, elle a passé 15 ans de sa vie dans un lit médicalisé quasiment, alors qu'elle avait que 78 ans, je crois. Donc vous voyez, ouais, il a encore de bonnes années devant lui, je pense. Et il passera aisément les 100 ans, pour le plus grand plaisir des gauchistes. Oui, tout à fait. Bah, je suis persuadé qu'il va atteindre les fameux 100 ans. Ce serait on est presque à la fin, j'ai envie de dire. On est presque à la fin des 100 ans. On y est presque. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Donc, plus que 3 petites années, ça devrait le faire. Donc ça, c'est surtout quand on le voit aussi joyeux. Ouais. Donc non, ça annonce que du positif. Ça annonce que du positif. Alors oui, Barnier, vous savez, le nouveau Premier ministre, et il a fait un discours à l'Assemblée nationale, et c'est un discours qui, mine de rien, peut avoir de l'intérêt. Il peut avoir de l'intérêt, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne voyaient en Barnier quelqu'un de droite, au contraire quelqu'un de mou. Donc qu'en est-il finalement? Est-ce que son discours à l'Assemblée peut avoir convaincu, si j'ose dire, convaincu ses détracteurs, ou alors, au contraire, conforté ses soutiens dans ce qu'il incarne? Eh ben, il fallait pas s'attendre grand-chose finalement de ce discours. Beaucoup de gens y attendaient énormément de choses, mais
Comme le dit Thomas Joly, comme prévu, il ne fallait pas attendre grand-chose du discours de la politique générale de Michel Barnier à l'Assemblée nationale. 1h30 d'incantations et de vœux pieux en essayant de ne fâcher personne. Sous les lazis des salles gauchistes du nouveau Front populaire, excusez-moi. Marine Le Pen n'a pas manqué, lors de sa prise de parole, de l'avertir qu'elle le tenait fermement par les couilles et que le RN scruterait avec un œil acéré les actes de l'attitude de ce gouvernement vis-à-vis des 11 millions d'électeurs patriotes. Reste à voir ce que ressortira pour les Français de ce cirque républicain qui n'amuse plus grand monde. C'était le président Thomas Joly du Parti de la France. Mais écoutez, oui, vous l'avez écouté, Maxime, en plus, je crois, vous avez dit que vous l'aviez écouté, ce discours. Oui, tout à fait, je l'ai écouté, malgré Et qu'est-ce que vous en l'heure avez de pensé travailler, mais je l'ai alors? écouté. Qu'est-ce que vous en avez Alors, pensé? j'ai trouvé que ça a duré 1 heure et demie, c'était beaucoup trop long, et il a fait du en même temps. Il a fait du Macron, c'est-à-dire qu'un coup, il disait un truc vaguement de droite, et tout de suite après, il ne pouvait pas s'empêcher de sortir un dogme républicain, égalitariste, sur l'assimilation, etc. Franchement, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est sur la forme, notamment, il a défoncé un à un les chefs de groupe, des groupes parlementaires, sauf Marine Le Pen, parce que bah, Marine Le Pen a un peu son destin entre ses mains, donc il l'a pas trop attaqué, mais vous avez sûrement dû voir cette séquence avec Gabriel Attal, où il lui dit Monsieur Gabriel Attal, j'ai hâte de voir vos recommandations concernant la baisse des déficits publics. Et là, Gabriel Attal, il est tout content, il sourit et là, il dit et Michel Barnier finit par dire que parce que ce que j'ai vu, en gros, il a dit parce que ce que j'ai vu en arrivant, c'était pas fameux, quoi. Et là, Gabriel Attal, il a une mine dépitée. C'était assez marrant. Et donc ouais, ça change sur la forme. On va dire que sur la forme, c'est un peu. On voit qu'il a pas fait de politique depuis, je crois que ça faisait plus de 20 ans, hormis le Brexit, hein, qu'il a été responsable pour l'Union européenne pour le Brexit, mais la politique nationale, il n'a pas fait de politique depuis très très longtemps. Et en fait, ça se voyait. C'était un peu à l'ancienne, un peu quelqu'un c'est un peu quelqu'un qui n'a pas trop de filtres à certains moments. Donc ça peut être, c'est assez réjouissant de voir ça, mais bon, comme j'ai dit, c'est vraiment du en même temps. C'est vraiment très tiède. On a pas grand-chose à attendre de Michel Barnier. Là où on a peut-être quelque chose à attendre, c'est peut-être de Bruno Retailleau à l'intérieur, mais comme on a dit précédemment, avec le ministère de la Justice qui est aux mains d'extrême gauche, même s'il voudra faire des actions, même en fait, là, Bruno Retailleau a quand même a eu des propos assez durs, assez forts ces derniers jours, mais malheureusement, avec un ministère de la Justice aux mains d'extrême gauche, il ne pourra rien faire. Donc, c'est un peu malheureux. Après, à voir s'il pourra quand même faire certaines choses, mais je pense que avec ce gouvernement, la seule chose croustillante qu'on va avoir, c'est Bruno Retailleau à l'intérieur. Après, tout le reste, rien ne changera. Voilà. En fait, pendant un an, si le gouvernement ne durera pas un an, hein, il y aura sûrement des motions de censure d'ici là, mais pendant un an jusqu'aux prochaines législatives, en fait, je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Le pays va être complètement bloqué. Il y aura des effets d'annonce, beaucoup de communication, mais très peu d'actions concrètes. Je pense qu'il n'y a aucune grosse loi qui pourra passer pendant un an, hein. Donc voilà, je pense que on est parti pour un an en même temps macroniste, quoi qu'il arrive de toute façon, et quel que soit le gouvernement. On avait eu, d'ailleurs, je crois, Éric Zemmour qui avait tweeté «Nous perdons un Emmanuel Macron de 10 ans de moins pour en gagner un avec 30 ans de plus». Pierre Cassant, qu'attendez-vous de notre nouveau Premier ministre? Rien. Rien. Oui. J'ai beaucoup aimé un contributeur de Riposte Laïque qui a trouvé un surnom qui, à mon avis, pourrait tenir, c'est le grand méchant mou. Hein, Barnier, c'est le grand méchant mou, quoi. C'est exactement ça. Alors, pour moi, sa seule chance, c'est de vouloir renverser la table.
La seule chance d'un Premier ministre aujourd'hui, c'est de vouloir renverser la table. Et pour renverser la table, c'est pas Barnier, quoi. Barnier, c'est le centriste de toujours, c'est un européiste. Je me suis dit, il y a une chance sur 100 qui saisissent un petit peu les propos de Retailleau pour se dire que les choses vont changer. Et manifestement, bon, ce qu'on a retenu, c'est surtout qu'il a désavoué Retailleau. Et puis, bon, il va quand même y avoir l'épreuve de vérité. L'épreuve de vérité, ça va être le budget. Et la seule chose qu'on a entendue, c'est que les Français les plus fortunés, mais je crains que les Français les plus fortunés, ce ne soit pas forcément des Français très fortunés qui vont devoir mettre la main à la poche. Les entreprises qui réussissent, autrement dit, on va pénaliser la réussite et le talent, comme d'habitude. Et on n'a pas entendu de manière spectaculaire les réductions spectaculaires des dépenses de l'État qui sont indispensables. On n'a pas entendu parler d'économie sur l'immigration, on n'a pas entendu parler d'économie sur les associations, on n'a pas entendu parler d'économie à faire sur le millefeuille administratif et les 600 000 élus qu'on a qui font de nous les recordman du monde. On n'a pas entendu parler d'économie sur l'aide à la presse, sur tout le fric qu'on balance à droite à gauche, sur un État où on fait qu'arroser. On n'a pas entendu parler d'économie là-dessus. Or, la vraie révolution, ça serait de faire du Milei aujourd'hui, de faire ce qu'a fait le président argentin dans une situation semblable. Le mec, il a fait toute sa campagne avec une tronçonneuse, il est arrivé au gouvernement, il a tranché dans le vif et aujourd'hui, il a remis l'État en état de marche. Je veux dire, c'est pas Barnier qui va faire ça, quoi. C'est clair. Barnier ne fera rien sur l'immigration, Barnier ne fera rien sur les finances, il ne fera rien sur la justice. Et moi, je dirais, la seule question, et je finirai là-dessus, c'est, je comprends que tactiquement, le Rassemblement national ne prenne pas les patins des insoumis et qu'ils ne se comportent pas comme des bourrins en disant allez hop, on lui fait la peau tout de suite et tout. Honnêtement, c'est subtil. Mais ça ne va pas pouvoir durer trop longtemps, quoi. Quand Barnier va commencer son plan d'austérité, quand il va présenter la facture aux Français, le RN, alors peut-être qu'ils ont eu des promesses sur la proportionnelle, c'est possible, et qu'ils vont se dire que faut peut-être attendre un peu la proportionnelle avant de dégommer Barnier. Mais je vois pas Barnier, enfin je vois pas le RN, qui est le seul à tenir Barnier à bout de bras, pouvoir le soutenir jusqu'en 2027. Ça me paraîtrait un suicide de leur part. Je voudrais rajouter aussi quelque chose. Alors, il y a je crois que ça fait déjà 2 semaines, j'avais écrit un message où je disais que si Michel Barnier faisait tout ce qu'il promettait lors de la primaire des LR en 2021, il serait sûrement le prochain président. Parce que, rappelez-vous, à la primaire des LR en 2021, il proposait de stopper les régularisations, de limiter rigoureusement le regroupement familial, de réduire l'accueil des étudiants étrangers. Il était également pour l'exécution systématique des doubles peines, l'interdiction du voile dans l'espace public et dans les universités, et était pour la baisse des taxes pour les entreprises qui produisent en France et la baisse des cotisations pour les classes moyennes. Du coup, je disais ça parce que effectivement, s'il fait ce qu'il avait dit qu'il ferait en primaire LR, le RN le soutient, enfin, Tout ne le, le con- censurerait pas. tout le contraire de ce qu'il a fait à Bruxelles, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et tout le contraire de ce qu'il a dit aussi lors de son discours de politique générale, en fait. Il n'y a absolument rien eu de tout ça. Alors que stratégiquement, je pense que ça aurait été la bonne façon de faire parce que le RN a clairement son avenir entre leurs mains. Donc, il avait plutôt intérêt à virer bien à droite. En fait, mais il fait du Macron, quoi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre tout le monde à dos et il durera un mois maximum. Et voilà. Donc, je pense que stratégiquement, c'est pas très bien joué de leur part, mais bon. Ça créera une crise politique et ça ne pourrait être qu'une bonne chose. Il faut que Macron dégage avant 2027, c'est tout. C'est une possibilité. Déjà qu'on n'est pas sûr qu'il lâche l'affaire en 2027, déjà. Puisque oui, même s'il n'a pas le droit de se représenter, on n'est pas à l'abri d'une guerre déclarée pour rester au pouvoir ou je ne sais quelle autre manœuvre. C'est un peu complotiste, mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié, cela dit, Mhm. je pense.
Dernière actualité, c'est une actualité qui est arrivée hier soir vers 23h, dont on a appris l'existence ce matin. C'était par rapport, vous savez, au film qu'ont été vus des millions et des millions de fois, Les Bronzés et Les Bronzés font du ski notamment et d'autres. C'est Michel Blanc, un comédien qui a fait rire des millions de Français. Michel Blanc est décédé subitement la nuit dernière. Voilà, et Thomas Joly nous dit que même si c'était un gauchiste, ses films étaient relativement peu imprégnés d'idéologie. Il incarnait, excusez-moi, un certain cinéma populaire typiquement franchouillard, apprécié par toute une génération. Qu'il repose en paix. C'était l'hommage que Thomas Joly avait apporté à Michel Blanc. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite forcément réagir là-dessus. C'était pour conclure l'émission. Et si vous voulez Alors, dire votre rapport à Michel Blanc, Pierre Cassin, vous avez vu des films de Michel Blanc? oh oui, 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 mais alors moi le film que je préfère, et pourtant c'est pas un film où il est très drôle, mais c'est Uranus. Alors, Uranus, c'est un film, ça se passe dans les années 44 dans un petit village qui a été bombardé et c'est la période, ça passe de la fin de la Résistance et tout et c'est toute la France, on va dire, c'est toute la France avec toutes ses variantes qui cohabitent ensemble. Je trouve que c'est un film, c'est un film magnifique qui est pas manichéen, quoi. C'est ça que j'aimais bien. Et dans ce film, Michel Blanc, il joue le rôle d'un militant communiste, mais j'ai presque envie de dire un militant communiste humain, pas du tout le même que Lucchini qui joue dans ce film le rôle d'un afro-stalinien. Et j'ai bien aimé. Je lisais ce soir là, un article sur Boulevard Voltaire de Nicolas Gauthier et il dit beaucoup de bien de Michel Blanc, mais surtout il dit Michel Blanc ne donnait jamais son avis sur rien et finalement c'est tout ce qu'on lui demandait. Ça change complètement des autres acteurs. Oui, oui, effectivement, on est loin d'un Omar Sy, C'est pas tout un à fait. poste ou C'est Jamel pas, après, Debbouze. ils ont pas le même nom de famille ni la même couleur déjà. Donc. Oui, D'ailleurs, oui, Michel Blanc a un très beau nom de famille, je souligne. Je ne suis pas un très grand euh, cinéphile, donc moi j'ai juste vu Les Bronzés. J'ai dû voir le un et peut-être le dernier, c'est tout. Mais oui, après, ça reste un grand acteur de cinéma français, comme on n'en fait plus vraiment, en fait. Parce que maintenant, les acteurs français, c'est tous des métrosexuels qui jouent extrêmement mal et qui ils sont obligés soit d'être homosexuels ou être militants France Insoumise pour pouvoir faire des films. Donc, c'est pas vraiment Ce qui est curieux, pas vraiment c'est la même génération. sa mort, je trouve. Apparemment, le mec, il se portait bien, il était en bon état, je sais pas, il va faire un examen médical, on lui infuse un truc et il meurt. C'est un peu effrayant quand même. C'est vraiment apparemment, impressionnant. l'enquête n'a pas encore dit, je crois, avec exactitude la mort, mais ça aurait été peut-être Si, une si, si, réaction allergique. Ah si? il y a des articles qui expliquent, je ne suis pas assez bon en médecine pour vous le dire, mais si vous faites une recherche, ils donnent le nom disons, les causes de sa mort. Et justement, les causes de sa mort, ils disent qu'il a fait un examen médical quelques heures auparavant et qu'on lui a injecté un produit et que le produit lui a pas réussi. En ce sens, si c'est vraiment ça, je trouve ça vraiment effrayant. Mais Oui, bon, c'est ce qui me semblait. C'est une réaction allergique à un produit, effectivement. Ouais. ouais, bon. Hmm. Du singe. Ouais. Non, allez, ça y est, ça commence. Je plaisante. Bah oui, Michel Blanc, qui porte peut-être, enfin voilà, qui a un très joli nom, mais qui partageait une relation amoureuse secrètement avec Ramatoulaye Diop depuis plus de 15 ans. Allons bon. Hmm. C'est Madame Le Figaro qui. Bon. Madame Le Figaro, c'est toujours. Enfin, Le Figaro, moi j'aime plutôt bien, hein. Je fais un petit aparté, je me permets, c'est mon émission. Le Figaro, j'aime bien lire leurs articles. Et Madame Le Figaro, c'est toujours nul et inintéressant, c'est incroyable. Bon. Il y a une Le différence journaliste de significative entre femmes, Madame c'est ça. Figaro et Figaro. Ah ouais, non, mais ça pousse à la misogynie. Quand on voit que leurs articles, c'est que sur l'astrologie, la mode ou des trucs comme ça, bah, ou les copines, souvent c'est les Les copines chats. d'acteurs, les copines de machin. Les chats. Ah, c'est un niveau bête, Madame Figaro. Désolé, hein, mais moi je n'aime pas, j'apprécie pas, je suis pas du tout la cible.
Bah, il y a le mot madame dans le nom, donc on s'en doutait, hein, mais... Je pense que sans subvention, ce truc n'aurait existé qu'un mois, en fait. Ils auraient lancé un truc, il y aurait eu 5 abonnements, dont les parents des journalistes, et voilà, quoi. Hmm. En profitons pour en dire qu'on supprimera toutes les subventions à la presse. Ce sera une des premières choses qu'on fera, de supprimer l'entièreté des subventions à la presse. Ça sera déjà une très bonne chose de faite. Ah bah, tout à fait, tout à fait. Bah, là, tous les médias d'extrême gauche, ils vont un peu pleurer, c'est évident. Bah, du coup, là, oui, je suis en train de regarder un peu Madame Figaro, là, actuellement, dont je vous parle. Oui, c'est vraiment Carla Bruni, du Botox à 30 ans, oui, mais à mon âge, ça ne sert plus à rien, voilà. Vraiment des articles très intéressants. Ah là, moi, ça me fait rire, ça me fait rire. Et c'est toujours des journaux, des journaux, excusez-moi, qui disent toujours Brigitte Macron, cette superbe première dame de France. C'est comme Gala, ils sont spécialistes aussi de tout ça, C'est de vrai. faire dans l'exagération. Et en fait, il n'y a que eux qui croient à leur délire. Enfin, tout le monde trouve Brigitte Macron hideuse, en fait. Je pense que il y a personne en France à part Macron qui a dû trouver cette femme jolie, hein. Honnêtement, c'est pas qu'une question de goût, là, c'est vraiment objectif, hein. Mais pourtant, ils Même en pas à font mon toujours des âge. caisses, hein. Ils en font toujours des caisses. C'est totalement ridicule. Ouais, ces gens devraient disparaître, tout simplement en supprimant les subventions publiques, comme Tout à fait. de nombreuses associations gauchistes, hein. Je sais plus qui disait les, euh, les associations pro-migrants, c'est 100 milliards d'euros par an. Non, 10 milliards, excusez-moi. 10 milliards d'euros par an, les associations pro-migrants. Et ça fait quand même. 10 milliards, ça fait pas mal. On peut faire fabriquer pas C'est mal 10 fois plus que le d'obus. Vatican. Ah, ouais, Je crois que Le effectivement. Vatican, c'est 1 milliard par an. Je crois que le chiffre, c'est 2 je crois, Maxime, que le chiffre, c'est entre 1,5 et 2 milliards, mais c'est simplement ce qui est donné par l'État. Parce que tu n'as pas la possibilité de vérifier ce que filent les communes, ce que filent les départements et ce que filent les régions. Oui, Et c'est pas mal. tout à fait, hein. Simplement Et par les l'État. villes et les mairies aussi, hein. Ouais, ouais, je suis Je pense typiquement à la mairie de Paris qui donne, je crois, 250 000 euros à SOS Méditerranée. Enfin voilà. Effectivement, c'est que l'État et sinon c'est 10 milliards quand on compte l'ensemble à des part la ville de collectivités. Marseille. La ville de Marseille a filé 130 000 il y a 15 jours et la Mm. région Aquitaine vient de filer 100 000 à SOS Méditerranée. Donc, et ça, Voilà. c'est pas compté dans. Il y a 60 000 associations dites humanitaires en France. Le Ouais. truc des associations, c'est un truc énorme. J'ai un peu bossé là-dessus. Au total, c'est 23 milliards les associations. Alors, il faut Mm. faire la part des choses hein, entre les humanitaires, les associations sportives, quelques associations culturelles, et puis un paquet d'associations où il n'y a pas d'adhérents, où les mecs, ça sert qu'à payer des mecs, qu'à payer des permanents, et c'est tout, quoi. Je veux dire, il y a une escroquerie associative en France depuis les années 80. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et, On avait vu Action contre la faim, on avait vu, c'était Jérémy Ferrari qui avait balancé les méthodes très peu morales, de mon point de vue, d'Action contre la faim et certaines de leurs actions. et Justement. avant l'esprit associatif, eh ben, tu vivais, des cotisations de tes adhérents. Et puis, bah, tu faisais une fête ou deux pour ramasser un petit peu de fric. Tu faisais un loto, tu faisais des trucs. Enfin, tu te remuais pour faire rentrer de l'argent dans la caisse. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas difficile, hein. Tu montes une association bidon à deux, trois mecs. Tu vas vendre un projet bidon à la mairie, à la région, au département et tu passes à la caisse. Ouais, Ouais, c'est vrai. la vraie charité, c'est de faire soi-même consciemment et avec la volonté profonde de le faire, de faire des dons en fait. Les subventions publiques, je suis désolé, mais on nous ponctionne par foyer, on nous ponctionne des milliers, voire des fois des dizaines de milliers d'euros d'impôts. Même, c'est même pas quelquefois, c'est même tout le monde en fait des dizaines de milliers d'euros d'impôts pour redistribuer à des choses qu'on n'a pas envie en fait. Et la vraie charité, ça serait de nous redonner de cet argent et euh, qu'on en fasse ce qu'on en veut. Je sais pas, quelqu'un qui gagne 3000 euros, qui gagne 3000 euros bruts actuellement, si on enlèverait toutes ces subventions, du coup, c'est toutes ces taxes, hein, ces taxes et impôts, et redonner aux gens,
eh bien, les gens, ils pourraient financer des partis comme le Parti de la France, ils pourraient financer des journaux de droite, ils pourraient financer, je sais pas, des séminaires pour donner des prêtres, etc. Voilà, on pourrait choisir nous-mêmes ce pourquoi on a envie de donner de l'argent, et actuellement, c'est pas possible. L'État nous fonctionne tellement que c'est difficile de mettre de côté et de pouvoir faire des dons. Donc, c'est vraiment mortifère pour notre civilisation, ce socialisme. De toute façon, je le dis toujours, hein, si vous voulez moins d'immigrés, il faut moins d'impôts. Il faut sortir du socialisme. On ne pourra pas régler le problème de l'immigration sans sortir du modèle socialiste. Alors, tous ces nationalistes de notre camp qui sont ultra socialistes, franchement, les mecs, il va falloir grandir. Enfin, je sais pas, il va falloir prendre des cours d'économie. Au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. C'est parce qu'on a un modèle ultra socialiste que tous ces gens veulent venir en France. Et aussi parce que bah on a un passé colonial et qu'ils veulent se venger, mais il n'y a pas que ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, oui, j'en profite parce que j'ai redit ce nombre, et à chaque fois que je sors ce nombre de 1 milliard pour parler de, comment je pourrais dire, du budget annuel du Vatican, la plupart des gens qui n'ont pas forcément la notion, voilà, des valeurs, et je peux pas leur en vouloir, disent que c'est absolument énorme. Et pour remettre en perspective, par exemple, Harvard, qui est une école, c'est 50 milliards. Et le Vatican, c'est 1 milliard, sachant que la majorité, l'écrasante même majorité de ce milliard, c'est pour la charité et pour d'ailleurs la donation envers des associations, notamment pour manger, etc. Ou pour Donc, avoir des soins vitaux, une douche, bref, dans les pays et du puis, tiers-monde, globalement. l'entretien de la basilique Saint-Pierre, ça doit être quelque chose quand même, hein. Ah, c'est Quand on clair. voit Donc, l'immensité de la chose, ça doit coûter cher, hein. c'est clair. Donc, pour qu'une entité comme le Vatican, 1 milliard, c'est que dalle, hein, vraiment, c'est que dalle. Voilà, c'était le mot de la fin pour moi. Bah, écoutez, messieurs, 1h40, on est dans la durée moyenne de mes émissions, donc je vous remercie. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du massacre, évidemment, des salles Koufa, hein, donc on parle de nous. On a parlé de nos gardes à vue, comment ça s'est passé, etc. Ma première expérience pour ma part. Et de toute l'actualité globalement depuis une semaine. Et j'ai été ravi de commenter cette actualité avec Pierre Cassan, directeur de Riposte Laïque. Le lien sera dans la description de la rediffusion YouTube. Et Maxime Leroy, membre du bureau politique du Parti de la France et délégué général adjoint du Parti de la France. Merci beaucoup à vous deux. Bien, merci à toi, Alexandre. Merci et à bientôt, j'espère. Et je De vous même. invite, chers auditeurs, à vous abonner bien évidemment à Riposte Laïque. C'est bien normal. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau forum du Parti de la France. Et je vous donne rendez-vous dimanche où je serai, je pense, vous savez, je planifie la diffusion des vidéos sur YouTube. Et bien dimanche, a priori, ce sera mon propre entretien qui sortira, où je serai l'invité cette fois-ci et pas l'animateur. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir tout le monde. Merci Pierre, merci Maxime. Au revoir. Au revoir. Bon week-end à tous.